il n'y a pas une maison dans laquelle on est passé où il n'y avait pas un signe de près ou de loin d'un rattachement à un organisme terroriste. Que ce soit le Hamas, que ce soit le Fatah, que ce soit le djihad islamique, ils sont partout. Toutes les maisons, ils sont imprégnés de ça, ils vivent autour de ça. Alors, Johan, tu es soldat, mais avant d'être soldat qui a combattu dans la bande de Gaza, tu as également fait ta alia. Raconte-nous un petit peu qui tu es, ton parcours avant d'arriver à ce fameux 7 octobre et ce combat à Gaza. Ok, alors donc, je m'appelle Johan aussi. Euh, j'ai grandi en banlieue parisienne jusqu'à que je fasse mon alia à 17 ans après mon bac. Je suis arrivé via un programme Massa, donc le programme Tikva avec le Rav Mamou. Et ensuite, après le programme, j'ai commencé tout le processus pour prendre la nationalité israélienne. Je me suis engagé à l'armée pour 3 ans. Donc, j'étais dans une unité d'élite des parachutistes qui s'appelle Palkhan. Après cette année, je me suis marié vers la fin de mon service. Après le service, j'ai commencé à travailler un petit peu dans la sécurité. Après, j'ai commencé mes études. Voilà. Après, il y a eu le Covid. J'ai commencé à faire un peu d'autres activités. J'ai développé une activité de chef à domicile de pizza. Enfin, j'ai travaillé un peu à la TASI Aviry. J'ai fait pas mal de choses à droite à gauche. Et j'ai fini récemment mes études d'ingénieur. En plein pendant la guerre, j'ai eu le plaisir de recevoir la nouvelle de l'école qui m'annonçait que mon diplôme était validé. Donc voilà, c'est à peu près le parcours en gros jusqu'à maintenant. Alors que tu étais au milieu des combats, on t'a annoncé que tu avais réussi les examens, c'est ça? On était entre deux entrées à Gaza, on était à Sderot et l'école m'appelle. Ils m'ont dit voilà, il y a une nouvelle liste de Hatavot pour les étudiants qui sont en Milouim et tu as obtenu une dispense pour ta dernière matière que tu devais passer. Donc voilà. Donc c'était un Punaise soulagement, que je tu as dis. reçu un C'était un coup de vrai pouce de soulagement. l'université pour terminer ton diplôme Batzlacha. Comment pour toi, Johan, tu as vécu ce 7 octobre? Où tu étais? Est-ce que tu as tout de suite été appelé à l'armée en réserve? Alors, en fait, le 7 octobre, donc le Shabbat de Simchat Torah, j'étais chez mes grands-parents à Tel Aviv. Et le matin, quand on se réveille, mon grand-père me dit je crois que j'ai entendu des sirènes, j'ai entendu des booms. Enfin, moi, je me dis c'est bizarre. Enfin, j'avais pas trop compris ce qui se passait. Je suis descendu, j'ai demandé à quelqu'un dans la rue et on m'a dit mais tu sais pas ce qui se passe. Il y a une dizaine de terroristes qui sont rentrés en Israël, il y a au moins 20 morts, il y a des otages. Et moi, avec ces chiffres-là, je dis non, non, je t'ai pas demandé de me raconter le film que tu as vu hier, je te demande de me raconter ce qui se passe. Et déjà, ces chiffres-là, genre une vingtaine de morts, ça me paraissait complètement fou. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose de différent. Je voyais que enfin, c'était pas comme d'habitude. Alors j'ai tout de suite allumé mon téléphone. Je me suis dit, voilà, on sait jamais, même si en soi, jusqu'à présent, j'avais jamais fait de Milouim, puisque la première fois que j'avais été appelé, ma femme venait d'accoucher, donc j'étais dispensé du premier appel. Et le deuxième appel, c'était en plein Covid et ils ont, eux, annulé l'entraînement à cause du Covid. Il se trouve que j'avais fait une WIM jusqu'à présent. Donc je me suis dit, est-ce que je vais être appelé? Est-ce que je vais pas être appelé? J'étais pas en... Enfin, c'était un peu compliqué, mais je me suis dit, voilà, j'ai mon téléphone allumé, on sait jamais. Je vois qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe. C'était pas comme d'habitude. Donc voilà, Et et en fait, alors, le bah, soir, cet appel est arrivé quand? cet appel est arrivé Motsei Shabbat. Enfin, ouais, Motsei Shabbat. C'est un appel automatique d'un robot qui me dit, ouais, c'est un message automatique de l'armée, tu dois rejoindre le plus vite possible ton point de rendez-vous. Maintenant, il était bien gentil, mais mon point de rendez-vous, je ne le connaissais pas puisque j'avais jamais été en Milouim. Et donc, en fait, je me suis retrouvé le lendemain matin, très tôt, à ma base. Donc, j'ai réussi à retrouver où est-ce que je devais aller. Et là, une fois arrivé là-bas, on me dit ah non, mais c'est bon, en fait, on n'a pas besoin de toi, tu peux retourner chez toi. Alors là, je leur ai dit alors, je trouve que vous n'avez pas bien compris, mais je ne bouge pas d'ici. Je suis Rovesh, j'étais combattant. Il n'y a aucune chance que vous n'ayez pas besoin de moi, même s'il faut, mettez-moi en cuisine à éplucher des pommes de terre. Mais c'est la guerre. On commençait déjà à mieux comprendre ce qui se passait, on avait bien conscience qu'on était en guerre. Donc j'ai dit enfin, je pars pas. Et au final, Alors voilà. justement, par rapport à ton rôle à l'armée, est-ce que tu peux expliquer peut-être qu'est-ce que tu as fait toi en tant que parachutiste combattant et qu'est-ce que c'est un Rovesh, quel est son rôle en temps de guerre? En fait, donc à l'armée, chaque soldat a un rôle, un petit truc en plus que les autres. C'est que ce soit un viseur particulier, une arme particulière, voilà. Et il y a ce qu'on appelle ce pakal de Khovesh, qui est en fait un cours de 3 mois
de premiers secours avancés, on va dire. C'est pas vraiment des premiers secours, c'est pas non plus paramédic, mais c'est voilà, ça permet de pouvoir s'occuper des blessés. Et en fait, pendant mon service, c'était une des formations que j'ai eues pendant mon service, mais j'ai pas, c'était pas, tout mon service ne tournait pas autour de ça particulièrement. Mais en fait, quand j'ai fini l'armée, mon mefaket, qui était le médecin de l'unité, m'a dit qu'il voulait que je continue en tant que Khovesh en Milouim. Et c'est comme ça en fait que je me suis retrouvé dans l'unité à laquelle j'ai été assigné pour cette guerre, qui est en fait une unité complètement médicalisée, qui est composée de médecins, de paramédikim, de khofshim, d'infirmiers. Ouais. Et tout ça, et nous on est associés à l'unité des parachutistes, et on est rentré avec les soldats qui sont en SADIR, donc avec les soldats qui sont actuellement dans leur service obligatoire. On était avec eux en petits groupes. Moi, voilà, mon binôme, c'est un chirurgien. Et on était ensemble avec les soldats en Sadir. Bah, en fait, quand on est arrivé le premier mois, c'était puisqu'on est rentré à Gaza la première fois dans la nuit du 6 au 7 novembre, en sachant qu'on a été engagé, enfin qu'on a été pris en Milouim le 7 octobre. Donc c'était un mois entier. Alors ok, on se prépare, on refait des entraînements, on réapprend tout ce qu'on doit apprendre, on fait tout ce qu'on peut faire, mais au bout d'un moment, on est là et on attend. Et cette attente, elle est horrible parce que le temps est très long. D'un côté, l'armée nous garde parce qu'ils savent pas non plus ce qui va se passer, donc on est là, on est gardé à la base. De l'autre côté, à la maison, on nous dit, mais pourquoi tu rentres pas à la maison parce que tu fais rien à la base? Et c'est hyper compliqué parce qu'on se dit, mais pourquoi on n'agit pas? Pourquoi on fait rien? Genre, enfin, on a suffisamment de raisons de rentrer en guerre et de faire tout ce qu'il y a à faire enfin, on ne comprenait pas pourquoi on devait attendre autant de temps, jusqu'au moment où on nous a dit, allez, on y va. Et même quand on nous a dit, allez, on y va, on dit non, finalement pas aujourd'hui, finalement ce sera demain. Et comme ça, ils nous ont fait plusieurs jours d'affilée, et c'est à chaque fois des ascenseurs émotionnels, et c'est à chaque fois prévenir la famille, non, c'est bon, j'éteins mon téléphone, on y va, et une heure après, ah bah non, finalement, on n'y va pas. Et comme ça, jusqu'au jour où on y va vraiment, et on n'y croit pas, jusqu'au moment où on marche vraiment et où on Alors franchit la justement, frontière. alors un mois après le début de cette guerre, tu passes la frontière. On va maintenant voir quelques photos et tu vas t'interroger. Tu vas commenter les photos que tu as bien voulu nous fournir. Alors voilà, là, on te voit apparaître. Je crois que c'est avec ton Hummer. Donc en fait, c'est un peu l'endroit où tu travaillais beaucoup. Ouais, en fait, au début, la tâche à laquelle j'étais assigné, c'était de récupérer les blessés à la frontière pour les emmener à l'hôpital en Israël. Ouais, c'était la première mission que j'avais reçue, mais cette mission, elle a même pas vu le jour, puisque j'en ai reçu 3, 4 autres différentes jusqu'au moment où on est rentré. Et donc, au début, je devais même pas rentrer dans Gaza, c'était même pas prévu que je rentre. Et c'est au fur et à mesure que tout a été modifié et que même la structure de l'unité a été modifiée. Donc là, en fait, c'est juste c'est un Hummer qui est de base est fait pour transporter les blessés. Et c'est d'ailleurs, donc là, on voit photo de l'intérieur. C'était une des dernières entrées à Gaza où voilà, on était prêt à rejoindre le point de rendez-vous par lequel on rentre par convoi dans Gaza. Et voilà, et c'est pas des sourires forcés, ça veut dire que les gens, on est vraiment faut se dire qu'on a vraiment des bons moments quand même. On est là, on a des bonnes ambiances. Donc là, voilà, là, on était en plein Gaza avec un plat qu'on avait cuisiné. On avait une shakshuka qu'on s'était préparé ouais, sur place dans les maisons parce que voilà, on cuisine sur place. L'avantage d'être dans une ville qui vit comme au Moyen Âge, c'est qu'il y a du gaz de partout et puisqu'ils n'ont pas il n'y a pas le gaz de la ville, donc ils ont des bouteilles de gaz. Pour l'électricité, ils ont des batteries de voiture sur lesquelles ils branchent des petites LED qu'ils accrochent au plafond. Donc on arrive, en fait, on a réussi à vivre plus ou moins comme eux avec juste de la bonne eau qu'on recevait directement. D'ailleurs, ça, c'était une de mes angoisses, l'eau. J'avais hyper peur de recevoir des jerrycans de 20 litres d'eau pas bon du tout. Et en fait, on avait des bouteilles d'eau Neviot hyper bonnes, enfin de l'eau minérale quoi. Et donc, on avait de l'eau normale et on pouvait manger, on recevait des aspacotes de nourriture régulièrement. Et Alors donc, justement, j'imagine qu'il y a aussi de l'ambiance. Essaye de nous décrire ce qu'on voit à la photo de gauche et à droite. Je crois que tu as même reçu de la boutargue à Gaza. ouais, alors moi, à gauche, donc au bout d'un moment, on se rendait compte qu'il y avait quand même plus de moments où on faisait rien que de moments où on faisait quelque chose. Genre, faut imaginer qu'il y a énormément de soldats, je ne vais pas rentrer dans les chiffres, mais énormément de soldats qui sont au même moment à Gaza. Et on n'est pas tout le temps en train de bouger, on n'a pas tout le temps des balles qui nous sifflent au-dessus de la tête. Donc il y a quand même des moments où c'est temps mort, on fait rien.
Donc, au fur et à mesure, on a compris qu'il fallait bien remplir ce temps par quelque chose. Donc, le chèche-bêche, on l'a fait de toutes les façons possibles. Et au bout d'un moment, bah, on a compris que bah, les livres, c'était un bon passe-temps. Et on avait des livres qui tournaient chez tout le monde. Donc, il y avait vraiment beaucoup de temps libre, on lisait. Et la boutargue, c'est la dernière entrée. J'ai ramené avec moi une boutargue que d'ailleurs m'a offert. C'est une Caddy Light. Pour ramener, faire découvrir ça aux soldats qui ne connaissaient pas avec moi. Là, à gauche, on Alors, tu as un a. don puisque tu fais également chef à maison, mais quand tu viens cuisiner chez les gens, tu fais des pizzas, puisque ça s'appelle Pizza Yo-Yo. Tu leur as fait des pizzas à Gaza? On a pas fait des pizzas, je leur ai fait des pitotes. Et donc, on a trouvé dans une des maisons où on était, on avait un grand sac de farine de l'UNRWA. Donc, je leur ai fait des pitotes sur place. C'était sympa de pouvoir manger du pain chaud frais sur place. Et à droite, bon, c'est des pâtes aussi. Les pâtes, voilà, en général, tout ce qui était pâtes et riz, c'est des choses qu'on trouvait dans les maisons. C'est des produits secs qui s'abîment pas, donc ça, on récupérait. Et ça, ça, à chaque fois que j'arrivais dans un nouvel endroit, je m'amusais à tout ranger parce que ça me rendait fou, sinon on s'y perdait complètement. Et ça c'est ce qu'on reçoit, c'est ce que l'armée nous fournit. Donc, comme on avait du gaz, bon, on pouvait faire bouillir de l'eau. Et si on pouvait faire bouillir de l'eau, on pouvait se faire des manottes ramottes. Donc, on recevait des manottes ramottes, on recevait des soupes, on recevait plein de ratifimes, des cabanos qu'on pouvait même faire chauffer, se faire genre des sandwichs sodour, des trucs comme ça. Donc, voilà, on mourait pas de faim, quoi. Ok. On mangeait. On va passer un peu à la suite, aux côtés du combat. Bon, bien sûr, il y a la Gaza d'en haut, mais il y a également la Gaza d'en bas, avec tous ces tunnels. On va voir peut-être une vidéo dans quelques instants. Et qu'est-ce que toi, tu peux nous dire de ton expérience ou pas face aux terroristes et face aux tunnels, à la menace des tunnels? Alors, il faut savoir que les tunnels, en fait, dans Gaza, il y en a partout, dans le sens où chaque bloc de maison a une sortie de tunnel quelque part. Alors, ils peuvent vraiment passer d'un endroit à l'autre sans être vus. Mais la majorité des opérations ouais, des opérations qui sont faites dans les tunnels, c'est des unités d'élite qui s'en occupent. Ça va être Yahalom, ça va être Sayeret Matkal, enfin d'autres unités. Là, c'était un tunnel qui avait déjà été vérifié, contrôlé, sécurisé, auquel on a eu accès pour nous montrer un petit peu, pour nous faire sentir ce que c'était d'être dans un tunnel. Et déjà, je peux dire, rien que d'entrer dans le tunnel, c'est une vague de chaleur et d'humidité, mais énorme. Et je sais pas si tu mets sur la photo d'avant, on voit qu'en fait, l'entrée par laquelle on est entré, c'est pas l'entrée d'origine du tunnel. C'est juste que l'armée a détecté qu'il y avait un tunnel à cet endroit-là. Ils ont creusé un trou immense je sais pas, peut-être 5 mètres de profondeur. Ils sont arrivés sur le tunnel, ils ont cassé et ils ont fait une entrée là-bas. Donc on voit qu'en fait, on est vraiment au milieu du tunnel, quoi. Ok. Et voilà, là, on te voit peut-être à l'œuvre, puisque tu es Khovesh. Est-ce que tu peux nous parler peut-être des blessés légers ou des blessés graves dont tu as dû Ouais, t'occuper? alors, cette photo que je t'ai envoyée, c'est la seule que j'ai envoyée sur les blessés parce que c'était la plus légère qu'on ait eue, en fait. C'était de recoudre la jambe d'un soldat qui avait reçu un bloc de pierre sur la jambe. Donc bon, on lui avait tout simplement recousu la jambe, mais c'est important de comprendre que ce soldat-là, il aurait largement pu être évacué. Ça veut dire qu'il avait un trou dans la jambe, ça suffit à sortir de Gaza, mais il a dit hors de question, je ne sors pas. La veille, on lui avait recousu aussi en dessous la lèvre parce qu'il avait reçu un éclat de grenade sous la bouche, donc on l'avait aussi recousu la veille. Il y a plein de soldats à qui on a enlevé des petits éclats de grenades dans le dos, dans la nuque, enfin, et les soldats ne veulent pas être évacués. Mais ça, c'est pour les blessés légers. Maintenant, on a eu malheureusement des situations avec des blessés beaucoup plus graves et même des morts, malheureusement. Mais d'un autre côté, c'est vraiment une sensation qui nous dit qu'au final, ce qu'on fait, bah, ça permet à des parents au final, de revoir leurs enfants à la maison vivants, même si ça va être avec un bras ou une jambe en moins. Mais c'est des enfants qui vont rentrer, qui vont réussir à marcher, qui vont réussir à revivre à peu près normalement, mais qui vont vivre. Et on voit vraiment l'importance de notre action, même si c'est un petit maillon de la grande chaîne du tipoule que va recevoir le soldat. Mais on sait que cette poche de sang que le soldat a reçue à ce moment-là, ou ce garrot qu'on lui a mis à ce moment-là, bah, tout ça, c'est ce qui va faire que ce soldat, il va vivre. Et même si c'est très important de vouloir détruire nos ennemis, pour moi, c'est encore plus important de prendre soin des soldats qui sont là et de pouvoir s'assurer qu'ils rentrent à la maison dans le meilleur état possible. Alors voilà, justement, tu nous parles à propos des ennemis. Tu nous as fourni quelques photos ici.
On peut voir les différentes munitions qu'on a trouvées. Comment s'est passé le choc de trouver tout ça ou de se retrouver face à face avec des combattants du Hamas qui sont prêts à tout pour nous tuer? Alors, il y a 2 choses. Déjà, la première chose par rapport aux armes et aux signes du terroriste, il faut savoir qu'il n'y a pas une maison dans laquelle on est passé où il n'y avait pas un signe de près ou de loin d'un rattachement à un organisme terroriste. Que ce soit le Hamas, que ce soit le Fatah, que ce soit le Djihad islamique, ils sont partout. Toutes les maisons, ils sont imprégnés de ça, ils vivent autour de ça. Donc là, voilà, j'ai même pris en photo une photographie d'un papa avec ses enfants avec une arme dans les mains. Et ça, c'est qu'une des photos. euh, que je t'envoie, c'est vraiment, ça tourne autour de ça. On a des kéfiers d'Arafat de partout, on a des foulards du Hamas, on a des drapeaux, on a des photos de terroristes armés sur les portes des chambres d'enfants. Enfin, tout tourne autour de ça. Donc, c'est plus ou moins facile de trouver, de trouver des preuves de ça. Et pour ce qui est des armes, alors oui, il y a plein de maisons, on est rentré, on a trouvé des armes, des Kalachnikov, des couteaux, des recharges. À la On a- suite, Johan, quelques photos. Là, je vois il y a deux, trois belles photos où vous êtes, je sais pas, peut-être plus d'une centaine. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de cette photo? Dans cette photo, c'est le premier groupe avec auquel j'ai été assigné en rentrant. C'était en fait un groupe de Tantrani, donc de parachutistes, qui à ce moment-là n'avait pas encore fini ses 8 mois de formation. Ils étaient vraiment à la fin de leur formation, donc ils n'avaient pas encore eu leur cérémonie, ils recevaient leur Kumta. Et en fait, ils ont fini leur formation dans Gaza et on a pu assister à ce Tekes, donc avec le Rassar, avec la Tikva, avec les drapeaux, avec tout ce qu'il faut, mais en plein Gaza, au bord de la mer. Et c'était très, très émouvant de voir ça parce que en fait, c'est un événement historique. On en reparlera dans des années. C'est le groupe de Tzantranim qui a reçu sa Kumta à Gaza. Ah oui, c'est quand Euh, même, ils viennent de finir leur formation, c'est à Gaza. Là, on voit la mer, c'est ça, la plage de ouais, la ça bande de aussi, c'était Gaza. une vraie Tounat Nitzachon. C'est se dire, on est rentré enfin, on est rentré à l'est, on est jusqu'à qu'on arrive à la mer. Enfin, c'était beau à voir, enfin, de voir les tanks sur la plage. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, quoi. Donc c'est assez exceptionnel à voir. Ok, on va finir peut-être avec encore une ou deux photos. Il y a le retour après. Là, je te vois avec un soldat je crois, qui a perdu son bras. Est-ce que tu veux nous dire un mot? Alors ce soldat, c'était le soldat du premier événement qu'on a eu, où on a dû s'occuper de blessés. Et en fait, c'était leur véhicule. Alors, lui, pour la petite anecdote, il avait été blessé à la main, il avait une petite coupure à la main, et il a dû être évacué vers nous pour qu'on puisse lui recoudre la main. Et en chemin, quand ils l'ont amené vers nous, ils se sont pris un missile RPG sur leur véhicule, et il y a eu 5 blessés, et il a perdu son bras. Et l'autre en plus, pas celui où il avait la blessure sur la main. Donc, il a perdu son bras, et il est venu nous raconter en fait comment il a vécu l'événement. Et c'était fou parce que lui, en fait, il nous a raconté de son point de vue en tant que blessé. Nous, on a vécu cet événement aussi, on était là, la même chose que lui, mais on s'occupait de lui. Et en fait, de voir comment lui, il a vécu les choses et ce qu'il a pensé, et toutes les pensées qui lui ont traversé l'esprit, etc., c'était vraiment très, très émouvant. Et de voir la force qu'il a, le courage, la détermination de continuer, et de s'en sortir. Et ok, il a perdu son bras, mais il continue, c'est pas pour autant que sa vie s'arrête, quoi. Donc, c'était une belle leçon. Alors, on va finir avec des moments d'émotion. Je rappelle que tu habites à Jérusalem, tu es marié, tu es papa de deux enfants. Euh, Raconte-nous peut-être pour terminer, avec quoi tu ressors? Est-ce qu'il y a des choses dans ton quotidien qui ont changé depuis cette guerre, depuis la sortie de Gaza? Est-ce qu'il y a des réflexions qui ont émergé suite à ton combat? Tout a changé. Je pense qu'on a, et c'est pas que pour moi, je pense qu'on a une vie avant le 7 octobre, une vie après et une vie après le 7 octobre. Tout est relativisé. Genre, tous les problèmes aujourd'hui du quotidien deviennent malheureusement dérisoires par rapport à ce qu'on a pu vivre à Gaza. On se dit, mais ok, mais plus rien n'a d'importance. Il y a aussi la difficulté de retrouver un sens dans les choses qu'on fait au quotidien, parce que quand on a vécu, enfin, à titre personnel, j'ai vécu les 4 mois les plus intenses et les plus exceptionnels de ma vie, dans le sens où j'ai fait quelque chose qui a un sens. Genre, tout ce que j'ai pu décrire avant de mon parcours, de mon alia, mais tout ça, au final, je pense que c'était pour ce moment-là. Genre, ce moment-là où tu viens agir pour défendre, pour se battre enfin, pour l'existence de ton pays. Et je pense qu'il n'y a pas plus grand mérite et plus grande fierté pour quelqu'un, enfin, de pouvoir faire ça. Moi, c'était un aboutissement en soi. Donc, moi, je me dis, voilà, j'ai fait ce qu'il y avait à faire et c'est pas fini. Enfin, on va continuer et je le referai 1000 fois s'il faut.
Mais c'est sûr que ça change la façon de voir les choses et ça donne une perspective un peu à la vie, à ses objectifs, à ses envies, ses passions, à tout, tout change, tout change. Merci beaucoup, Johan, d'avoir été notre invité sur l'île Maud, d'avoir accepté cette invitation au cœur d'Israël. Voilà, on peut dire, Gibor Israël, tu as fait ton devoir et tu le ressens et tu nous donnes tes émotions et ton envie d'avoir une vie pleine de sens. C'est ce que tu dis pendant ces 4 mois exceptionnels. Tu as fait ta shlichut pour l'État d'Israël, pour le peuple d'Israël et Toda Rabba. Merci beaucoup, Johan.